Le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui à Odiéné, dans le nord du pays, première étape de sa visite d'État dans la région du Denguélé. Dans cette édition également, le Conseil des ministres qui s'est tenu cet après-midi à la préfecture d'Odiéné. Enfin, la colère des manifestants burundais ne faiblit pas. Ils ont à nouveau investi les rues de Bujumbura, la capitale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI 2. En images, les activités du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a entamé aujourd'hui une visite d'État de 4 jours dans la région du Denguélé. À son arrivée à Odiéné, le chef de l'État a invité tous ses concitoyens à prier pour la paix et l'union dans le pays. Demain, jeudi 21 mai, le président de la République va visiter la région du Folon. Alassane Ouattara va animer des meetings à Minignan et à Kagnasso. On va tout de suite écouter le président de la République, Alassane Ouattara. Écoutez, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Vous savez, c'est une grande joie pour moi d'être chez moi, d'être dans ma famille maternelle. Odiéné, c'est Gwéléban. Gwéléban, c'est Nabintou Cissé, c'est donc Alassane Ouattara. Et vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens d'être là. Enfin, je sais que les parents maternels commençaient par désespérer, mais je leur ai dit que j'étais au travail et que le moment venu, je viendrai les voir. Je veux qu'ils sachent qu'ils m'ont beaucoup manqué, mais j'étais en contact avec eux par l'intermédiaire de mes soeurs, de mes neveux, de mes nièces. Et c'est un grand moment pour Dominique et moi. Nous sommes à Odiéné. Nous avions voulu que les choses démarrent, avancent avant de venir. Saluer les parents, les remercier pour leur bénédiction, parce que vous savez, tout est parti d'Odiéné grâce à Nabintou Cissé. Et donc, c'est vraiment une grande joie pour Dominique et moi-même. Pour nous, ce n'est pas une visite officielle, ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite en famille, c'est une visite familiale. Et d'ores et déjà, de déjeuner, je dis bonjour à tous nos concitoyens et je leur dis de continuer de prier pour la paix, pour l'union, pour la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. Séjour donc très chargé pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui cet après-midi a présidé un conseil des ministres à la préfecture d'Odiéné. Les travaux ont porté sur le développement du pays. Un tout autre sujet à présent. Savez-vous comment prendre la parole en public? Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous devez intervenir à l'oral? Car parler en public provoque chez certaines personnes appréhension et difficulté. Le club Toastmasters International, section Côte d'Ivoire, une association à but non lucratif, a organisé récemment une formation. Il s'agit d'améliorer les compétences des participants en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Parler en public, exercice difficile mais pas impossible à condition d'apprendre. Savoir s'exprimer en public, apprendre à tenir un discours persuasif. Des enseignements au cours de cette session de formation des clubs Toastmasters International Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences sur la prise de parole en public. On m'a appris à m'exprimer comme il se doit, sans hésitation. J'ai appris à élever le niveau de mon langage. J'ai appris à écouter. Parce que justement, en écoutant, nous apprenons beaucoup plus. Pour devenir un bon leader, il faut être aussi un bon communicateur. Et les clubs Toastmasters en font leur combat. Tout le monde a un leader en lui. Il faut seulement l'emmener à l'extérioriser. Il faut l'emmener à avoir plus confiance en lui. Il faut l'emmener à parler. Lorsque vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas répondre aux questions. Vous ne pouvez pas répondre aux attentes de vos collaborateurs, même des membres de votre famille. Donc la qualité que nous développons à Toastmasters, c'est l'écoute. Ce qui nous permet d'améliorer notre aptitude à diriger. Toastmasters International est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif d'aider ses membres à améliorer leurs compétences afin d'être des leaders. La structure existe en Côte d'Ivoire depuis 2002. On faisait le point avec Konaté Moussa.
Dans l'actualité nationale également, ce don de fournitures scolaires, notamment des tables-bancs, à la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé. Une initiative conjointe de la municipalité et de l'association des jeunes de la diaspora de Boisflé. Ces dons visent à soutenir les enfants des écoles rurales de Boisflé. L'école gratuite est obligatoire pour tous à partir de la rentrée prochaine. La décision est du président de la République, Alassane Ouattara. Une décision qui, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, doit être soutenue par l'ensemble des acteurs du système éducatif et des populations. C'est dans cette perspective que les jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris, en France, soutenus par le maire de la commune de Boisflé, les Yébi Lucien, ont offert à la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé du matériel scolaire composé de tables-bancs et des bureaux pour les instituteurs. Ce don, selon les jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris, vise à accompagner la vision du chef de l'État, celle de permettre à tous les enfants de connaître le chemin de l'école. Réceptionné par les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé, en présence des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région, ce matériel didactique et pédagogique a été réparti à l'ensemble des écoles primaires du département. Satisfait, le maire de Boisflé, Yébi Lucien, n'a pas manqué d'exprimer la reconnaissance de la population du département à l'endroit des jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris. Occasion pour lui d'exhorter tous les fils du département à imiter le geste des jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris. Un commentaire de Koné Pargassoro. En bref, sachez que la Côte d'Ivoire expérimente la fabrication du pain à partir de la farine de maïs, de manioc et de blé. Une trouvaille des boulangers et pâtissiers ivoiriens pour minimiser le coût d'importation du blé. Le projet financé par la Banque mondiale a été lancé récemment à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Un mot d'agriculture. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a lancé récemment un projet agricole à Tienengwe, dans le département de Mankono. C'est dans le centre-nord du pays. C'est un programme relatif à l'utilisation durable des sols dans les systèmes de production de l'igname. Ce projet veut améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. L'igname. Son importance nutritionnelle et culturelle n'est plus à démontrer. Cependant, la production de l'igname rencontre d'énormes difficultés. Difficultés dues à la dégradation de la fertilité du sol. Conséquence, 46% de la population des zones de production vit avec moins d'$1, soit moins de 1000 francs par jour, et 27% souffrent de malnutrition. Le projet YAM6 qui va s'exécuter dans les régions de Soubré et de Teningwe a pour but d'améliorer la fertilité du sol, de relever le niveau de revenus des populations et de préserver l'environnement. Le projet vise à générer des stratégies de gestion durable de la fertilité des sols en culture d'igname. L'objectif est qu'à partir de ces stratégies, on arrive à accroître sa production afin de répondre aux préoccupations de la sécurité alimentaire. Les populations accueillent favorablement le projet. On trouve que vraiment on ne gagne rien sur la terre qu'on cultive. Il faut faire au moins 3 à 4 hectares. On n'arrive pas à faire 20 tonnes dans ces conditions-là et c'est difficile. Un site sentinelle de 10 000 hectares est déjà défini pour la prise du sol et pour les analyses. Ce développement agricole reposera sur la création d'un dialogue permanent entre chercheurs et producteurs pour la bonne utilisation des outils de décision et surtout pour la gestion du sol. C'est pourquoi le coordonnateur régional a invité les populations à s'approprier le projet pour l'amélioration des rendements agricoles. La collaboration avec les structures d'encadrement du monde paysan est très souhaitée, de même que celle des forces de l'ordre. Le projet YAM6 est d'une durée de 6 ans. Il aura pour base la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Suisse. C'était un reportage de Kwadio Kwame de RTI Boaké. Au chapitre culture, le 24e anniversaire du décès de Amadou Hampâté-Bâ, écrivain malien et 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1974 pour son œuvre L'étrange destin de Wangra et en 1991 pour Amkoulel, l'enfant Peul. La fondation Amadou Hampâté-Bâ a organisé récemment une cérémonie commémorative à son siège dans la commune de Cocody.
15 mai 1991, 15 mai 2015. Cela fait 24 ans que le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ a quitté la terre des hommes. 24 années remplies de tristesse et de souvenirs pour la famille. Pour ce 24e anniversaire de son décès, la présidente de la fondation Amadou Hampâté-Bâ, qui n'est autre que la fille du défunt, disait combien l'homme restait présent à travers ses œuvres littéraires originales, riches et protéiformes. 24 ans après, Amadou Hampâté-Bâ s'est offert en modèle. Il a vécu à l'ère de toutes les technologies modernes, mais il a eu le culte de la connaissance. Parce que pour lui, les diplômes étaient une présomption à la connaissance, mais ce n'était pas la connaissance. Donc il se définissait lui-même comme étant un élève perpétuel à l'écoute de tous ceux qui pouvaient lui apporter quelque chose. Parents, amis de l'auteur et de la famille, personnes du monde de la culture ont effectué le déplacement. Certains du Cameroun et d'autres de la France et du Mali. Tout ce beau monde entretenu par d'éminents professeurs d'université de Côte d'Ivoire et de France au cours d'un panel sur la vie de l'auteur et de ses œuvres. Auteur de récits initiatiques et de contes puisés dans le vaste corpus oral ouest africain, mais aussi de textes historiques, biographiques et philosophiques, de romans et de mémoires, Amadou Hampâté-Bâ a consigné dans ses milliers de pages écrites une sagesse, une connaissance millénaire, mais aussi une parole marquée par les luttes et les fractures du temps présent. Une mémoire révisitée par les différents invités qui se sont arrachés les œuvres de l'auteur. On faisait le point avec Herman Niamia. Culture toujours, la toute première édition du festival de musique La Côtière en chantant. C'est un rendez-vous pour repositionner les rythmes et danses de la côtière ivoirienne, notamment le Youssumba et le Mapuka. La rencontre s'est tenue récemment à Bobo-Doumé. Un reportage de Serge Coléa. Tribune de promotion des rythmes et danses des peuples lagunaires, le festival La Côtière en chantant a ravivé 3 jours durant la flamme du Youssumba et du Mapuka dans le cœur des mélomanes ivoiriens. Au large de la lagune brillée à Bobo-Doumé, le commissaire général de ce festival, Gervais Guess, et son équipe ont planté le décor des moments festifs de la Côtière. Course de pirogue, concours de danse, le tout couronné par des concerts. Je suis fille de la Côtière aussi et c'est pour moi un honneur de participer à la première édition et je crois que ça débute bien et c'est vraiment super et cool. Aujourd'hui, nous avons constaté que cette musique-là se meurt par manque de promotion et par manque de visibilité. Nous avons initié ce festival pour créer une plateforme où les artistes viendront s'exprimer et en même temps profiter de ça pour présenter toute la culture de la côtière. La Côtière en chantant, je pense que ça a été très imaginatif et également il faut saluer l'adhésion totale de la chefferie. À l'affiche, des noms bien connus, notamment le porte-flambeau du Mapuka, Nigisaf Cadence. Il y avait aussi Yule Inter, Eddie, Aïmissa et bien d'autres artistes pour égayer le public. Les manifestations anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont repris de plus belle au Burundi. Une opération de police est en cours aujourd'hui à Bujumbura, la capitale, pour tenter de disperser plus d'1 millier d'opposants. Le président Pierre Nkurunziza, quant à lui, a décidé de reporter les élections législatives et communales, initialement prévues pour le 26 mai. Elles sont donc ajournées au 2 juin prochain. Une épidémie de choléra sévit actuellement au Kenya en raison des fortes pluies, notamment à Nairobi, la capitale. Au moins 65 personnes sont mortes en 5 mois. Selon les autorités kenyanes, 326 nouveaux cas de contamination ont été relevés la semaine dernière dans le pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI2 et à très bientôt.